à tous. Alors j'attends le top départ. Est-ce qu'on est bon? Ok. Merci, merci d'être venu voir cette conférence sur le thème de la data. Alors plus précisément sur la data dans la relation client. Je suis un intervenant de la Maïf et je vais me présenter. Donc je suis Olivier Bess, je suis business owner de la tribu Data Opérationnelle. Donc ça fait beaucoup de mots avec des anglicismes, mais je porte les ambitions de la valorisation de la donnée dans nos processus et dans nos parcours. Donc j'habite à La Rochelle, donc j'ai pu venir en vélo et je travaille à Niort parce que la Maïf est installée à Niort. Donc voilà, le siège de la Maïf se situe à Niort. Alors la Maïf, c'est d'abord une mutuelle d'assurance avec finalement un modèle singulier et historique. C'est une mutuelle qui a plus de 90 ans, avec 3 millions de sociétaires. Et on est très intégré finalement, on est le premier assureur dans le monde associatif. Et on développe des gammes de produits sur l'habitation et l'automobile. Et on a un positionnement marché qui est de l'ordre du 5e, 6e sur ces gammes produits. On est surtout depuis 2020 une entreprise à mission. Ça veut dire qu'on a un statut particulier dans les entreprises françaises où finalement on positionne des enjeux qui sont extra-financiers et qui sont autour de valeurs que l'on déclare et qu'on audite. C'est-à-dire pour être société à mission, c'est un process et également on s'accorde à vérifier que les actions sont en lien avec les missions qui ont été déterminées. Je pense que vous avez tous pu voir finalement le positionnement de la Maïf autour de ces engagements sociétaux. On a précisé certains positionnements autour des impacts climatiques également. Alors la data et l'IA à la Maïf, finalement c'est utilisé pour différentes finalités. Que ça soit la connaissance de l'entreprise et des employés qui au quotidien opèrent le service d'assurance. C'est également pour de la prise de décision. Donc historiquement, pour ceux qui sont dans le domaine de la data, un des premiers usages de la data, c'est d'être descriptive et donc de permettre de comprendre par des éléments chiffrés au travers d'agrégats et de KPI. Donc c'est ce qu'on appelle la business intelligence. Donc la data en entreprise, c'est beaucoup de business intelligence, c'est beaucoup de description de comportements et de phénomènes pour prise de décision. C'est aujourd'hui ce qu'on appelle dans les entreprises sous d'autres termes le data driven. Et donc ça permet finalement une entreprise qui prend ses décisions sur la base de chiffrés est une entreprise rationnelle, si on peut dire ça. Mais la data, c'est aussi, et surtout dans ce qui quelque part m'anime au quotidien, beaucoup de données opérationnelles, c'est-à-dire c'est de la donnée en mouvement, de la donnée qui transite dans les parcours à partir du moment où vous faites un devis, une souscription, vous avez une interaction avec un conseiller. Quelque part, on collecte avec consentement un ensemble d'informations qui nous permettent d'opérer les contrats d'assurance, mais également de délivrer le service. Et cette donnée en mouvement, elle a plusieurs finalités qui sont finalement d'outiller, de mieux comprendre et de mieux agir quand on est un gestionnaire ou un conseiller en situation de relation sociétaire. C'est vrai que chez nous, à la Maïf, on parle de sociétaire et pas de client. Donc c'est une notion assez particulière. C'est déterminé par les statuts finalement de l'entreprise mutualiste. Donc il y a une spécificité par rapport à une entreprise purement capitalistique. Et la data, c'est aussi de l'innovation. C'est-à-dire qu'on opère de plus en plus de services alors de rupture ou de non-rupture, qui finalement sont basés sur la donnée. C'est-à-dire que les produits en eux-mêmes sont structurés par la collecte et l'analyse et la valorisation de la donnée. Et ça permet de créer des offres et des services. Alors, on peut faire le parallèle dans ce que sont les GAFAM, où aujourd'hui, finalement, leur modèle de business
est très orienté sur la collecte et la valorisation des données des utilisateurs. Donc effectivement, également en assurance, et historiquement, finalement, le risque et la compréhension du risque, c'est de la donnée, puisque finalement, on évalue une position de risque par rapport à la compréhension de la personne ou du lieu de risque qu'on assure. Donc ça c'est différentes déclinaisons de la valorisation de la data. À la Maïf, on a un prisme particulier quand on regarde un sujet. On évalue sa valeur au travers de ce qu'on appelle un quadriptyque, qui est en premier la satisfaction client. C'est quelle est la valeur que je crée quand je délivre un projet ou un produit sous le prisme du sociétaire, donc du client. On a le deuxième prisme qui est sur l'épanouissement des acteurs, c'est finalement les employés. Quelle valeur on apporte aux employés avec tel projet. On a le troisième modèle, c'est finalement la contribution au bien commun. C'est une notion qui est très adhérente finalement à la mission de l'entreprise, Maïf. Et puis le quatrième, c'est la performance durable de l'entreprise. Donc là, c'est comme toute entreprise, on a finalement à avoir une logique d'économie et de performance. Et finalement, sans performance de l'entreprise, il n'y a pas d'entreprise, donc il n'y a pas de service. Donc c'est un des prismes importants à conserver. Alors là, je vous brosse ce que sont les ambitions, une synthèse de ce que peut être les ambitions de différentes directions dans une entreprise au travers de la valorisation de la donnée. Et donc, si on écoute un peu tout le monde et qu'on s'en fait un condensé, on retrouve finalement des ambitions autour de créer au sein des produits et des projets des cycles de vie où la donnée alimente le modèle produit. Il y a, comme dans toute entreprise, il y a finalement plein de directions qui ont on va dire leurs activités propres et qui sont génératrices de données. Dans les grandes entreprises, alors la Maïf, c'est 5000 employés dans le réseau, donc conseillers qui opèrent le service auprès du sociétaire, et 2000 employés au siège qui sont plutôt sur du back-office et des projets d'entreprise. Et de la donnée, on en collecte finalement un peu partout. Et il y a une réelle valeur à ce qu'on appelle désiloter, partager et croiser les données, afin que finalement cette donnée elle soit transparente et partagée par tous au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est un point important. Quand on parle de données et de culture de la donnée, en fait, c'est beaucoup tourné autour des postures et de l'appropriation et de l'autonomisation des personnes qui valorisent la donnée. Dans une grande entreprise d'assurance, il y a peut-être, on va dire, sur 2000 personnes, 200 personnes qui au quotidien opèrent des projets sur la donnée. Donc leur quotidien est vraiment orienté traitement de données. Puis après, il y a peut-être 800 à 1000 personnes qui, au quotidien, ne peuvent pas fonctionner sans informations chiffrées qui leur permettent de prendre des décisions. Et donc, on se rend compte que finalement, tout le monde a un besoin un peu différent autour de la donnée. Et il y a un vrai enjeu de culture et de faire grandir une culture d'entreprise sur ces thématiques. Il y a une dizaine d'années, dans les entreprises, le thème c'était la digitalisation. Et il y avait les mêmes challenges de permettre finalement à tout le monde d'être alors ce qu'on appelle digital compatible, ou alors à l'aise avec les notions de base du digital. Donc la donnée, c'est pour personnaliser la relation sociétaire, c'est également pour optimiser les processus opérationnels et automatiser les traitements à faible valeur ajoutée. Donc là, plus on va vers l'usage, plus on est sur des techniques sur la base des données. Et donc on retrouve par exemple l'intelligence artificielle qui permet en l'occurrence d'être un vecteur de traitement de la donnée automatisé. Comme on est une entreprise responsable, on embarque des notions de transparence et d'éthique, notamment au travers d'actions particulières dans le private data ou l'open data, mais également dans l'open source, et on le verra un peu plus tard. Voilà.
Alors, si vous avez des questions, je pense qu'on peut prendre des questions au fil de l'eau, hein, sinon, comme ça sera moins descendant. Je vais illustrer deux projets particuliers à la Maïf qui valorisent la donnée. Donc, un premier qui est autour de, finalement, l'interaction entre les sociétaires et les gestionnaires. Tous les jours, on reçoit un certain volume de mails. Donc là c'est peut-être 15 000, ça fluctue. Il y a une certaine forme de saisonnalité, mais ça doit être une moyenne, 15 000 mails par jour. Ça veut dire que techniquement, il faut si on veut être actif et si on veut répondre dans la journée, ce qui peut être un enjeu, hein, après chaque direction et chaque on va dire thématique qui peut être exprimée dans un email peut avoir un caractère d'urgence, mais également on peut avoir des enjeux à répondre rapidement sur certaines thématiques particulières, parce que ça, quelque part, elles sont importantes, plus importantes dans notre hiérarchie de services. Et finalement, quand on a 15 000 emails, vous vous rendez bien compte que c'est compliqué de mettre plein de personnes derrière pour quelque part identifier quelle est la nature de l'intention ou de l'expression qui est donnée dans ces emails par le sociétaire. Et en fait, ça donne lieu à ce qu'on appelle de la perte de temps dans les routages. C'est-à-dire, si vous recevez des 15 000 mails et que vous mettez deux personnes à lire tous les mails pour dire tel mail, c'est plutôt de l'univers bateau et c'est plutôt pour telle entité qui a l'expertise et la capacité de traiter ce problème et d'y répondre, finalement, vous perdez du temps, parce qu'il y a quelque part cet effet un peu centralisateur de personnes qui prennent les mails, qui essayent de les comprendre et qui les orientent vers la bonne personne. Donc, on s'est attaché à finalement traiter cette donnée qui est la donnée texte. Hein. Toute la donnée n'est pas, on va dire, uniquement du chiffré, des tableaux Excel. Le texte et la rédaction qu'on peut avoir quand on a un échange, c'est de la donnée. Et ici, on s'est attaché à essayer de résoudre un problème qui était d'éviter les pertes de temps dans les reroutages pour qu'une demande arrive directement à la personne qui est capable de la traiter et capable de répondre dans un temps imparti court. Donc les challenges autour de ce projet, ça a été quelque part d'identifier comment interpréter et valoriser cette donnée qui était le texte. Donc là, on est sur des techniques un peu avancées d'intelligence artificielle autour de la compréhension du langage. L'idée, ça a été de structurer quelle est la problématique. Finalement, est-ce que c'est une problématique de classification des intentions ? Et puis, quand on s'exprime dans un email, on n'a pas forcément une seule intention. On peut finalement exprimer un ensemble de demandes. Et donc, du coup, l'optimisation de nos processus d'analyse et de routage, elle est très adhérente à la typologie de demande, ce qu'on a été capable de caractériser et est-ce que finalement on a été fiable dans le traitement. Donc, à cette attention, on a finalement traité par de la technologie la valorisation des emails au travers de techniques d'intelligence artificielle et de règles métiers, dans des finalités qui ne sont pas que celles du routage tel que j'ai exprimé juste avant, mais également d'extraction d'informations, de pré-traitement pour le conseiller, de priorisation ou de synthétisation de la demande, afin finalement de préparer le terrain pour le conseiller et qu'il ait finalement un pré-diagnostic de la problématique et de la demande. Et on s'est rendu compte que finalement cette technique, cet outil qu'on avait mis en place, il était suffisamment, on va dire, agnostique à la forme rédactionnelle et qu'on avait on avait une capacité à l'utiliser dans plusieurs contextes et pas uniquement dans des contextes de traitement mail. Et on retrouve plus haut désormais différents canaux ou différents processus qui emportent des problématiques du contenu texte et des problématiques d'automatisation et de compréhension. Et donc du coup aujourd'hui on a
un produit qui nous permet, à l'échelle de la Maïf, de traiter l'ensemble de la compréhension des flux dits textes, et que ça soit du documentaire ou de la rédaction manuscrite. Alors je vais vous présenter un deuxième projet où la donnée est au cœur finalement de la valorisation pour le conseiller. Donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon le score d'appétence. C'est-à-dire la capacité à identifier au travers de la connaissance d'un profil, donc d'une personne, d'identifier son univers de besoins. C'est-à-dire d'être capable de lui proposer des offres qui sont quelque part plus pertinentes que d'autres. Les vertus finalement d'avoir cette capacité à cibler ce que peut être l'univers de besoin d'une personne, c'est éviter la pression commerciale. C'est-à-dire que il n'y a rien de pire pour un conseiller que finalement d'essayer de vendre un produit que la personne ne veut pas. Et il n'y a rien de pire pour le sociétaire qu'on lui fasse l'article d'un produit qui ne l'intéresse pas. Donc réduire la pression commerciale, c'est gagner du temps en finalement ne proposant qu'aux personnes sur lesquelles on a une forte suspicion ou intention commerciale. C'est également, alors on va dire c'est assez classique, je pense, dans les techniques de commercialisation d'avoir ce type de pratique. À la Maïf, on a souhaité le faire de manière particulière, c'est-à-dire que pour un conseiller, avoir un indice que telle personne peut être intéressée par les produits d'obsèques, par exemple, ou d'assurance vie. Finalement, c'est un indicateur, mais c'est pas très autoporteur, parce que finalement, qu'est-ce que je peux faire à partir du moment où on me dit telle personne va être appétente à tel produit? Pas grand-chose si je ne sais pas identifier les raisons et les leviers qui font que la recommandation va dans ce sens pour ce client. Et en fait, on a travaillé énormément à identifier ce que sont les explications sous-jacentes au modèle de recommandation d'intelligence artificielle, quelles sont les données et les critères sur lesquels finalement l'algorithme a fait sa préconisation. Et on a travaillé à avoir ce qu'on appelle un vocabulaire descriptif de ces informations pour qu'il soit facile à interpréter pour le conseiller. Il faut savoir que nos conseillers, c'est clairement pas des personnes qui travaillent dans la data, c'est clairement pas des personnes qui ont une compréhension des différents facteurs qui peuvent être cumulatifs, hein, d'ailleurs, de la recommandation d'une offre produit. Donc on a travaillé à avoir des descriptifs qui, dans le contexte de chaque personne, sont adaptés et compréhensibles par le conseiller. Et finalement, la vertu de cela, c'est que le conseiller est plus en confiance avec la recommandation puisqu'il est capable de se l'approprier, puisqu'il la comprend. Et il a le libre arbitre de décider que la recommandation est en erreur. On a dans les codes de l'entreprise Maïf, on a une charte numérique responsable dans laquelle on place l'humain au centre de la relation et donc finalement en libre arbitre par rapport aux technologies. Et là, c'est une certaine forme de déclinaison de cet engagement où finalement le conseiller, la technologie, elle vient au service du conseiller. Elle est explicable et démontrable, elle est appropriable, et le conseiller a la capacité de ne pas suivre la recommandation à partir du moment où la situation qu'il a en face de lui n'est pas celle décrite par le système. Pour le coup, ce type de pratique n'est clairement pas aujourd'hui la pratique du marché. Il y a une certaine forme soit d'avance, soit de particularité, d'approche dans l'UX des projets Maïf au travers de nos valeurs qui finalement nous emmènent à délivrer des projets de cette manière, là où peut-être dans d'autres entreprises,
la finalité de commercialisation est peut-être plus directe et ils vont moins dans finalement cet accompagnement du conseiller. Alors ces scores, ils permettent finalement d'indiquer à une personne, à un conseiller si la personne est appétente. Elle nous permet aussi de spécialiser nos ressources, c'est-à-dire en assurance et selon les gammes de produits, vous avez besoin de quelque part de formation des conseillers. Quand on a 3000 conseillers en distribution, c'est un peu compliqué de former tout le monde à toutes les gammes de produits. Donc de temps en temps, selon les problématiques, on a recours à la spécialisation de conseillers qui ont une expertise sur certaines gammes de produits. Et ces scores, ils nous permettent quelque part, quand un client nous contacte, d'identifier si son intention est bien autour de tel type de gamme de produits ou autre, et de les envoyer sur finalement le conseiller qui sera le plus à même de lui donner la meilleure réponse ou le meilleur conseil. Donc on retrouve un peu comme dans le traitement des emails tout à l'heure, le fait que dans un autre contexte de routage plutôt par scoring, on identifie et on évite les rebonds. Donc pour le sociétaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne tombe pas sur une personne à qui il explique son problème, puis la personne lui dit « je vais vous envoyer vers telle personne qui elle-même sera à même de traiter votre problème ». Vous arrivez directement sur la personne qui sera capable de vous aider. Donc pas de redite, pas de rebond. Donc c'est accéléré en termes de service. C'est moins de friction pour le sociétaire dans sa relation. Et puis être conseillé par une personne qui est spécialisée, ça a une valeur puisque finalement, quand vous êtes vraiment dans un acte d'attention, si vous parlez à une personne qui est vraiment qui s'y connaît, ça change beaucoup de choses finalement dans l'échange que l'on peut avoir quand on est client et entreprise. Alors, je me suis permis de faire un petit rebond sur l'open source et les numériques communs, puisque dans cette conférence, il y a également le thème de la data, mais il y a aussi d'autres thèmes sur les communs numériques et la résilience. Alors, à la Maïf, on a une stratégie open source, mais on est tout d'abord, avant d'être producteur d'open source, on est consommateur d'open source. Donc on consomme beaucoup de projets qui sont mis en open source par différents individus ou sociétés. Et finalement, dans cet esprit à partir du moment où on se nourrit de projets qui sont mis en open source, dans la logique, on peut aussi se déterminer et se dire que certaines de nos réalisations, certains de nos projets peuvent avoir une valeur par rapport à la société, par rapport aux consommateurs d'open source. Et finalement, on a depuis quelques années on va dire des développements dans l'open source. Et donc ça nous permet d'être dans les communautés qui traitent de cette thématique du monde libre, enfin du monde numérique libre. Ça nous permet de faire de l'open innovation, donc de l'innovation croisée avec différentes sociétés ou dans différentes initiatives, donc avec d'autres grands groupes. Et je démontrerai un petit peu après quelle forme ça peut avoir pris. C'est important pour la marque employeur. Un assureur, sur le papier, c'est pas sexy. On n'a pas. Je pense que quand on est jeune, on rêve d'être pompier, pilote d'avion de chasse, mais pas forcément d'être assureur. Et c'est pareil, quand on travaille dans le big data et dans l'intelligence artificielle, sur le papier, on privilégie les Google et consorts. Mais finalement, au travers de démontrer notre pratique et de la rendre transparente et accessible, c'est-à-dire lisible, en open source, finalement on montre le niveau de technicité et le niveau finalement alors c'est principalement du code en open source, hein, donc le niveau de développement que l'entreprise a
et d'appropriation que l'entreprise a. Et pour, on va dire, n'importe quelle personne qui s'intéresse à ces projets, elle découvre finalement l'entreprise par un autre vecteur. Et on a aujourd'hui beaucoup recruté au travers de l'open source, puisque finalement, nos projets ayant une résonance et une visibilité, ça donne à voir de ce qu'on fait et de comment on travaille. C'est également des projets avec lesquels on fait des parcours de recrutement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le projet est en open source, dans le process de recrutement, on demande à la personne de s'approprier finalement certaines des briques open source et on les évalue finalement sur la capacité à utiliser les outils qu'ils utiliseront demain s'ils sont recrutés à la Maïf. Donc très fort impact sur la marque employeur, donc attractivité. Et puis renforcer nos savoir-faire à partir du moment où on se challenge sur l'open source, c'est-à-dire qu'on ouvre en transparence son code. Quelque part, ça oblige à avoir une rigueur qui est un peu supérieure et ça oblige à suivre des codifications ou des méthodes de développement qui sont plus, on va dire, assez qualitatives. Et si on fait un sondage aujourd'hui au travers des équipes à la Maïf qui font de l'open source, elles ont clairement exprimé le fait qu'elles ont progressé au travers des exigences qui sont mises sur les publications open source. Il faut savoir que si vous mettez quelque chose en open source et que c'est dégueulasse, vous allez vite le savoir. C'est un peu comme les réseaux sociaux, vous vous faites insulter assez rapidement. Alors voilà, donc du coup, je vous mets un peu le florilège de projets alors de différentes directions, puisque finalement c'est une démarche open source de l'entreprise. Plusieurs directions contribuent à libérer, on va dire, un certain nombre de leurs projets à partir du moment où on pense qu'ils ont une valeur pour l'externe. Donc beaucoup de projets proviennent de la DSI, donc du service informatique. Mais certains, comme Mélusine et Chapache, que j'ai illustrés au travers des projets qu'on a vus juste avant, sont des projets qu'on a mis en place pour des finalités de projet interne et qu'à partir du moment où on trouvait que les résultats étaient bons et qu'on ne les retrouvait pas en open source, on a décidé de les libérer puisqu'on s'est dit on ne doit pas être les seuls finalement qui ont ces problématiques et si ça contribue et ça participe alors dans le cas du NLP, à s'approprier le traitement du langage en français, ce qui souvent est plutôt le traitement du langage en anglais. Du coup, ça a un intérêt. Et dans le cas de ce qu'on appelle Chapache, donc rendre les modèles d'intelligence artificielle compréhensibles pour tous, là c'est clairement une thématique du moment. Et je vais vous la décrire rapidement. Donc, quand vous avez vu tout à l'heure, les scores et finalement les descriptions qu'on adosse aux scores pour qu'elles soient appropriables par le conseiller. Finalement, il faut savoir qu'un scoring d'intelligence artificielle, c'est juste un ensemble de poids. Il est un peu plus ci, un peu plus ça, un peu moins ça. Mais au final, c'est très peu interprétable par d'autres profils que ce qu'on appelle les data scientists. Qui sont des profils statisticiens assez particuliers, mais très clairement pas des conseillers. Et donc on s'est dit, si on veut à la Maïf que nos scores soient compris et utilisés par les conseillers, il va falloir qu'on comble le gap entre la donnée et son interprétation et l'utilisateur. Donc quelque part, on ne s'est pas attaché à travailler sur l'explication même des algorithmes, puisque pour ça, il y a des communautés de chercheurs qui travaillent sur ces problématiques qui sont complexes et pas encore résolues. Nous, on s'est attaché à travailler sur ce qu'on appelle l'explicabilité et la transparence. Donc c'est plutôt la couche au-dessus qui permet d'interpréter finalement des modèles mathématiques dans du français ou finalement des sémantiques compréhensibles par le commun. Et donc c'est le projet qu'on a initié. Et en fait, il a eu plusieurs résonances
où il est utilisé à plusieurs moments, finalement, dans un projet de valorisation des données par scoring. Lors de la conception, donc il faut savoir que quand un data scientist élabore un score ou élabore un modèle, quelque part, il prend beaucoup de données, des données qui proviennent du big data, et principalement des données qui sont intégrées dans l'entreprise, mais qui peuvent être couplées avec des open data que l'on trouve assez facilement. Et puis le data scientist, il élabore son modèle, mais derrière, ça lui donne un peu ce qu'on voit sur le schéma, c'est-à-dire ça lui donne énormément d'informations. Et le data scientist, c'est pas forcément l'expert métier, et donc il n'est pas capable d'interpréter des situations particulières pour des individus. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va dialoguer avec le métier pour voir si le travail qu'il a opéré sur la base des données est cohérent avec l'intuition et la connaissance métier de l'expert de la relation ou de la commercialisation. Et quelque part, le projet, tel que vous le voyez en haut dans sa phase de conception, permet d'avoir un échange étayé et appuyé au travers d'une interface. Et donc, quelque part, c'est un médium de discussion entre un super technicien de la data et un super technicien du métier qui emporte la finalité d'usage du scoring. En production, forcément, en production, on veut aller un peu droit au but, hein, donc on n'a pas besoin on n'est pas dans cet échange où on essaye de trouver les biais dans les données, on va dire de concevoir l'algorithme. On est dans voilà la recommandation, et donc c'est ce qu'on a vu un petit peu avant, hein, ça se résume pas par un score propose-lui ça se résume par tu pourrais lui conseiller ça parce qu'il est dans telle situation et que par ailleurs il a montré un intérêt à. Donc voilà, donc c'est beaucoup plus appropriable. Et alors plus récemment, on a rajouté une notion qui est importante pour nous, c'est ce qu'on appelle l'auditabilité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la valorisation de la donnée par l'intelligence artificielle, il n'y a pas de réglementation encore à date, autre que celle qui est dérivée de la RGPD, de GDPR en français, je crois. Du coup, les finalités d'usage sont encadrées, mais finalement, c'est assez, par rapport à la spécificité de l'IA, c'est assez limité. C'est pour ça que depuis quelques années, l'Europe et différents consortiums sont en train de s'emparer de ce qu'on appelle l'éthique de l'intelligence artificielle. Donc c'est en train un peu de fleurir en ce moment un peu partout. C'est comment je peux mettre sous contrôle ou réguler sous une certaine forme les systèmes automatisés à base d'intelligence artificielle. Donc il y a beaucoup de groupes de travaux qui réfléchissent à la question, des labellisateurs qui réfléchissent à la manière d'auditer. Voilà, mais il est vraisemblable que dans les 2 ans à venir, de plus en plus, l'IA sera réglementée et donc auditable. Et en fait, ce qu'on a voulu travailler, ce que permettait ce projet, c'était finalement de décrire tout le fonctionnement d'un algorithme et finalement les contextes d'utilisation. Donc, au travers de ce projet, on a créé un système qui permet d'avoir un rapport portable, PDF ou HTML, qui permet d'expliquer un algorithme sous différentes dimensions. Et quelque part, aujourd'hui, à la Maïf, tout nouveau projet de type scoring, toute nouvelle version, il faut savoir qu'on met en production des révisions de ces systèmes à fréquence, puisque dans la technique de la data, il y a les data, elles évoluent, et donc la situation décrite par la data en janvier, c'est pas la même que la situation décrite dans les data en février. Donc quelque part, il y a une certaine forme d'évolution des comportements des systèmes automatisés de cette manière, et donc on met à fréquence en production des systèmes qui sont à jour, et on adosse à cette mise en production finalement des rapports d'audit qui nous permettent
d'anticiper demain une régulation sur ces systèmes et de pouvoir décrire à tout moment le comportement des algorithmes. Et sur demande à notre DPO, on est capable quelque part de décrire une situation particulière pour un individu. Donc aujourd'hui, on est sur cette fonctionnalité, on est bien sur de l'anticipation d'un futur réglementaire qui arrivera dans les 2 à 5 ans et d'audit. Mais il faut savoir que pour une entreprise dite responsable, elle ne peut pas se limiter finalement à attendre que la réglementation soit là pour s'approprier des systèmes de ce type. Donc c'est de cette manière qu'on s'approprie ces technologies-là. Et je crois que j'ai fait le... Non, alors ouais. Alors petit coup de pub. En sortant ce dernier projet, finalement, on a eu... on a été un peu interloqué par le fait que en une semaine, le projet avait été plébiscité un peu partout dans le monde. Et on s'est réellement interrogé sur quelles étaient les conditions de succès de ce projet par rapport à un autre, et pourquoi finalement 24 heures après il y avait sur YouTube un certain nombre de vidéos d'Indiens qui s'étaient approprié le projet et qui avaient fait des vidéos pour expliquer comment utiliser le projet, chose que nous-mêmes nous n'avions pas fait. On l'a fait après et en français. Mais et puis on s'est retrouvé aussi avec des discussions sur des forums américains où les gens étaient en train de discuter si cette solution était mieux que celle qui était utilisée dans telle ou telle université américaine. Donc ça a vraiment fait le tour du monde en quelques jours et ça nous a un peu interpellés. Et on a quelques métriques là finalement. Ce qu'on appelle les GitHub Stars 1,3K, finalement c'est une espèce de métrique de personnes qui sont intéressées par ce projet et c'est enfin pour ceux qui ne connaissent pas GitHub, 1,3K c'est beaucoup, c'est pas mal en fait. Et puis 70 000 downloads de la solution, c'est aussi beaucoup. Et en fait, au-delà de l'aspect un peu communication et rayonnement que ça nous a permis d'avoir sur cette thématique, en fait, on s'est rendu compte que même si on était en avance sur ces sujets d'explication des algorithmes ou d'appropriation des algorithmes, finalement, c'est des enjeux qu'on retrouve partout dans le monde, quel que soit le pays, quelle que soit la langue. Et en fait, on était juste dans le bon moment sur ce sujet qui aura vocation à grandir dans les années à venir. Alors, comme on est un assureur et que on a chez les assureurs on va dire des clubs d'entre assureurs, il y a une compétition chaque année où chaque assureur donne finalement ses projets phares dans différentes catégories dans le but de gagner ce qu'on appelle les Argus d'or. Donc il y a des Argus d'or sur différentes thématiques. On a présenté ce projet-là finalement sous la thématique innovation, je crois. Et il se fait qu'on a gagné donc en 2021 l'Argus d'or qui finalement quand on regarde un assureur c'est plutôt en général il se différencie beaucoup plus autour de sa gamme de produits, de finalement sa pratique opérationnelle. Mais finalement là ils ont voulu récompenser vraisemblablement un thème montant. Donc voilà, donc on a réussi. Je crois que c'était un de nos premiers prix. Et alors qu'est-ce que ça nous a permis de créer quand on parlait finalement de collaboration dans l'open source au travers de grands groupes? Ça nous a permis d'échanger avec beaucoup de sociétés. Alors on le faisait par ailleurs, hein, mais beaucoup de sociétés qui étaient intéressées par ces problématiques, mais pas forcément expertes. Et on a pu créer au travers d'échanges sur cette solution un engouement d'intérêt, on va dire, de certaines sociétés pour rejoindre finalement une certaine forme de collectivité qui pourrait développer des nouvelles fonctionnalités sur cet outil. Donc on a des échanges avec Société Générale, avec Quantmetry qui est une boîte de conseil en big data.
le groupe Vive, que vous devez connaître par ailleurs, AG2R mondiale, donc quelque part, et puis dehors, je ne les ai pas marqués ici, mais des universités et des cursus scolaires également, qui quelque part souhaitent créer des fonctionnalités en plus ou des fonctionnalités qui les intéressent mais qui ne sont pas dans ce produit-là. Donc nous, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de faire vivre le produit. C'est-à-dire qu'on fédère la communauté et puis on oriente un peu vers où va le produit et donc quelque part on anime un collectif externe. Mais notre intention, et c'est un peu l'intention de l'open source, c'est d'arriver à finalement embarquer autour d'un projet commun un certain nombre d'individus et d'entreprises. Donc c'est en train de se passer, on va voir si ça nous emmène plus ou moins loin. En tout cas, ça montre effectivement que d'un projet standard d'entreprise, on peut le faire peut-être un peu mieux. En le faisant mieux, on peut aussi créer de la valeur en s'appropriant les technologies qui sont sous-jacentes. Et puis on peut aller un cran plus loin, c'est les mettre en open source. Et puis le dernier maillon, c'est celui finalement de l'animation d'une communauté. Et donc on se tente actuellement à essayer de traiter ce dernier volet. Voilà, je vous remercie. Et puis, merci. Et je peux vous laisser la parole pour des questions, si vous en avez. J'aurais voulu savoir quelques exemples des logiciels ou bien des solutions open source que vous utilisez. Vous avez dit que vous en avez créé, vous en avez présenté un exemple, mais vous en utilisez aussi certaines. Lesquelles, par exemple? Alors, on en utilise beaucoup et souvent, une majorité. Beaucoup de projets open source sont ceux créés par les entreprises dites les plus technologiques. Donc, on y retrouve... alors, ouais, je commence par les entreprises. En fait, c'est pas vrai. On pourrait commencer par les universités. Qui, quelque part, sont les premiers à avoir finalement mis en accessibilité une partie de leur projet ou de leur code. Donc je dirais on utilise pas mal de produits qui proviennent d'universités, notamment de... Alors je ne sais plus si ça clé ou pas, mais Scikit-learn, qui est un truc spécifique dans la data science. Donc ouais, on utilise beaucoup de projets qui proviennent d'universités. On a des échanges d'ailleurs avec l'université de La Rochelle, hein, donc avec le lab. Et l'INR, on fait partie de l'INR également, donc l'Institut du numérique responsable, qui est également porté aussi par des professeurs de l'université de La Rochelle. Pour les entreprises, on va dire que, alors je ne vais pas dire qu'on est un ovni dans l'open source à la Maïf en France, mais on en fait vraisemblablement plus que d'autres grands groupes qui ont été cités là, parce que finalement les sociétés les plus technologiques sont souvent celles qui produisent le plus d'open source. Donc on a du Google avec TensorFlow, on a du Facebook avec différents produits assez particuliers les uns et les autres sur le traitement d'image. Mais on a les mêmes codes de développement que ces grandes boîtes du digital, en s'appropriant finalement les outils qu'eux-mêmes utilisent et mettent en open source. Donc je dirais il y a sûrement tellement une différence, il y a plusieurs différences à travailler, par exemple chez Google, chez Facebook par rapport à la Maïf. Bien qu'on utilise les mêmes outils, je pense qu'on ne fait pas les choses de la même manière. Mais oui, et donc on utilise vraiment une panoplie large d'open source. On n'est pas open source first, mais l'empreinte open source à la Maïf, elle est importante. Merci. Bonjour. Vous avez parlé d'auditabilité du code de votre application. Et j'aurais voulu savoir si vous avez pensé à de la preuve de programme, ce qui ferait genre tente l'auditabilité automatisée. Comment vous vous situez par rapport à de la preuve de programme? Alors, j'avoue que là, pour le coup, je suis un peu sec. La preuve de programme, je suis pas totalement à l'aise avec ce qu'on y met.
ce qu'on y met exactement. Mais c'est plus preuve de programme, c'est plus autour des tests automatisés et des non-régressions. Moi, je situe ça autour de ce que font les laboratoires qui travaillent sur OCaml, avec une version dérivée du langage OCaml qui s'appelle Coq, et qui, une fois mis en œuvre, ne fait pas seulement un programme, mais compte tenu des entrées, prouve ce qu'on peut avoir comme sortie. Puisque dans ce langage-là, on ne perd jamais le type de données et donc on peut suivre le cheminement complet. D'accord. Alors, je ne vais pas avoir la réponse très directement aujourd'hui, hein, mais il est vraisemblable que certains de mes collègues se sont intéressés au domaine dont vous parlez et peut-être qu'on l'applique. Si je le rapporte à la donnée, on a, je pense, alors c'est pas sur le programme, mais sur la donnée, il y a une notion qui me semble assez similaire qui s'appelle le data lineage et qui se veut suivre et comprendre les différentes transformations de la donnée au fil de sa vie pour comprendre finalement l'aspect variable de cette donnée et est-ce qu'elle est à tout moment interprétable dans son biais et dans finalement les différents, on va dire, processus de transformation qu'elle a subi. Donc moi je suis plus au courant, étant dans la data, sur les thématiques de data lineage que finalement sur les programmes en eux-mêmes. Donc j'ai pas la réponse très directement aujourd'hui. Bonjour, je suis professionnel de santé et j'ai vu que vous commenciez à travailler avec le groupe Vive qui représente certaines mutuelles. Donc déjà, je voulais savoir, est-ce que la Maïf avance sur ces questions d'assurance et de gestion du risque en santé et de par d'autres fonctions, en fait, je représente ce qu'on appelle des maisons de santé, des équipes de soins coordonnés où on produit beaucoup de données de santé, des données de vie réelles qui sont extrêmement précieuses pour tout un tas de monde, mais qui à l'heure actuelle sont très peu utilisées. On essaie de valoriser ça dans des dynamiques open source, vu le côté touchy des choses. Est-ce que à la Maïf, vous savez si c'est dans les objectifs stratégiques de ce groupe-là, d'éventuellement porter des partenariats militants, et votre groupe marketing a quand même bien fait son job sur la notion d'assureur militant, auprès de professionnels de santé qui aussi sont militants et qui parfois ont un regard assez méfiant à la fois vis-à-vis des assureurs, parce que ce qui se passe ailleurs, c'est de l'individualisation du risque, donc c'est la suppression de la solidarité, ou éventuellement de la fuite de données vers des labos pharmaceutiques, enfin toutes sortes de réjouissances qui ont été mises en avant en mai dernier dans un cache investigation par exemple. Voilà. Ouais. Alors bon, il y a beaucoup de questions dans votre expression. Alors la Maïf, on n'est pas très directement où c'est pas représenté dans nos gammes produits et dans notre commercialisation. On n'est pas spécialisé dans la santé. Par contre, on est en partenariat fort et donc notamment avec Vive. Et MGEN finalement, on a des partenariats et quelque part on collabore au travers de produits et d'initiatives. Et effectivement, dans les choix de projets, on va dire l'ADN de la Maïf et le militantisme Maïf se transcrit toujours dans la manière dont sont faites les initiatives. Donc, alors je suis pas un expert de ce qu'on fait avec Vive et avec MGEN, mais il est vraisemblable que si on fait des choses ensemble, on le fait d'une manière intelligente et avec un prisme particulier lié à nos valeurs. Je suis en train d'essayer de me remémorer les autres questions. Ouais, j'ai oublié. Non, alors, en fait, c'était pour savoir si vous travaillez sur de la comment dire, la donnée de santé. Envisager des partenariats sur lesquels vous fassiez vous moulineriez de la donnée de santé. Alors, en vue de proposer à la fois des assurances et des mécaniques incitatives pour transformer le système de santé. Parce qu'il y a quelque chose qui est assez, peu perçu aujourd'hui dans notre société, c'est que nous, en tant que citoyens,
on finance une sécurité sociale qui aujourd'hui passe des conventions et finance des établissements de santé comme les hôpitaux, qui, d'un point de vue purement économique, n'ont pas d'intérêt à nous voir en bonne santé. C'est-à-dire que mon comptable me le dit comme ça, M. Priou, la prévention, économiquement, c'est pour les cons. Et il a raison, c'est qu'on a tout un modèle économique qui est basé sur de l'activité, qui fait que plus les gens sont malades, plus les différents acteurs gagnent leur vie. C'est le cas pour un médecin, c'est le cas pour un pharmacien, pour l'hôpital, etc., etc. Et la grosse difficulté et le challenge de ces années qui viennent, c'est savoir comment, à partir des données de vie réelles, on va être capable, entre politique et assureurs, privés ou publics, de faire migrer le système où, grosso modo, plus les gens sont en bonne santé, plus on gère leurs risques, plus les différents professionnels éventuellement gagneront leur vie, ça c'est une question, mais c'est surtout comment est-ce qu'on va pouvoir demain créer des partenariats avec des acteurs tels que vous, qui ont une composante open source, militante, etc., pour pousser à une transformation du système. Ouais. Donc sur la santé, je pense que c'est au travers effectivement des acteurs avec lesquels on a un partenariat. Après, pour nous positionner, on est un acteur mutualiste, donc ça veut dire que très clairement, quand on parle de l'individualisation du risque, même si on est capable de le faire techniquement, c'est pas de là où on vient, c'est pas vers là où on veut aller. Donc la Maïf restera un acteur qui évolue dans la mutualisation du risque et la non-individualisation. Après, c'est comme tout, entre faire des gros paquets et puis faire un certain nombre de moyens paquets. Voilà, l'individualisation, elle sera jamais à la personne, mais dans des groupes de personnes, pour certaines problématiques, on est obligé. Mais ça restera une mutualisation du risque dans tous les cas. Et après, sur les données de santé, on en a à la Maïf, mais on en a très peu, puisque c'est pas notre cœur de métier. Et souvent, et c'est celles qu'on met en coffre-fort, elles sont très peu valorisées et exploitées, puisque finalement, elles emportent tellement on va dire alors il y a beaucoup de réglementaires autour des données de santé, hein, et puis finalement, après c'est une question de pratique et de finalité. Et aujourd'hui, on a une faible valorisation de ces données de santé, pour lesquelles, encore une fois, on en a très peu. J'espère que j'ai répondu au mieux à vos questions. Bonjour. Bonjour. De ce que j'ai compris, là, dans la vision d'une future législation autour de l'IA, vous commencez à stocker vos résultats de scoring. Donc là, jusqu'à présent, vous stockez jusqu'à quel délai? Alors, c'est peut-être la magie du big data, on stocke tout dans la temporalité de rétention de la GDPR. Donc quelque part, on est ce qu'on appelle GDPR compatible, et donc du coup, on s'attache à avoir des durées de rétention qui sont définies avec notre DPO, alors Data Privacy Office, et donc du coup, ce qui s'applique aux données s'applique également aux résultats des modèles. C'était le fond de votre question? Oui, c'était le fond. Ouais. Okay. Bon. Une dernière question? Bon, ben, merci beaucoup.